Bienvenue dans cette petite vidéo explicative à destination des développeurs qui, peut-être, grâce à ChatGPT et Claude, font du vibe coding finalement. Et pour ce tournage, je suis avec Antoine. Comment ça va, Antoine ? Ça va. Et ensemble, on va essayer de vous montrer comment, avec Hostinger, qui est donc notre partenaire, vous pouvez prendre le site que vous avez construit, parce que vous l'avez fait vous-même ou pas, on ne juge personne, et comment vous pouvez le partager, le mettre en ligne, et quelles sont un peu les bonnes pratiques qu'on ne connaît pas trop quand on n'est pas un développeur expérimenté, comme avoir un historique de son code, pouvoir travailler à plusieurs avec des outils comme Git, etc. Donc vous avez peut-être déjà entendu ces concepts-là, mais vous ne les maîtrisez pas, et vous avez envie de professionnaliser un petit peu la manière dont vous créez des projets typiquement sur le web. Si on vous donne des petits points de comparaison, il y a en gros, on peut dire, deux manières d'héberger un site. Il y a une manière plus classique qui est déjà facile à faire sur Hostinger et dont on a déjà parlé, c'est d'avoir un site WordPress, des outils comme des Drupal, des PrestaShop, des choses comme ça, qui sont des outils que vous pouvez héberger en général sur des serveurs mutualisés. Donc c'est typiquement des abonnements qui coûtent vraiment les moins chers et où les choses sont un peu faites pour vous à votre place. Vous allez avoir des éditeurs d'interface, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est plus la seule manière pour des novices ou des hobbyistes de créer des sites. Maintenant, il y en a beaucoup qui se lancent avec ChatGPT ou Claude. Donc ça pose des questions de qu'est-ce qu'on en fait ensuite. Je crois que sur Claude, les artefacts, tu peux quand tu crées un site, tu peux publier. Il me semble que tu as un bouton publier, donc tu peux directement le rendre accessible en ligne. Ouais. Mais tu vas typiquement avoir une URL horrible et tu vas surtout avoir une interface anthropique autour qui fait pas hyper quali, quoi. Et donc là, se pose la question de comment tu prends ce site web et comment tu l'héberges avec un nom de domaine un peu propre et comment tu gères ton code, etc. Petite démonstration, donc tu nous as préparé un site. Ouais, par exemple, faire un site portfolio pour Micode. Et donc, je lui dis, fais la page en HTML. Je lui donne 2-3 références de style. J'ai mis RetroHacker, Synthwave. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est lui donner aussi des références d'autres sites que j'aime bien dans leur design. Et là, je lui ai mis les URL des images. Par exemple, d'importer. Parce qu'effectivement, si tu lui drag and drop des images, en général, il n'y arrive pas. Donc là, il peut les référencer. OK. Et alors, ça donne quoi ? Et donc, par exemple, quand tu utilises la fonction, ils appellent ça Canva. Ouais. Quand il écrit le code et qu'après, tu veux modifier 2-3 trucs dans le code, au lieu de réécrire tout le fichier avec tes modifications, il fait lui-même, il insère les bons blocs au bon endroit. Donc, ce qui est plus rapide et plus confortable à... C'est clair. C'est pareil. En fait, c'est un truc qui existait depuis un moment sur Claude, il me semble, qui est que au lieu de perdre des tokens à réécrire des très très longs fichiers pour modifier une seule ligne, ils ont en fait à leur disposition, le modèle derrière à sa disposition, une sorte de mini système de fichiers, un mini file system où il peut aller éditer de manière ciblée, exactement, des bouts du site et tout. Et j'ai même vu que tu pouvais directement modifier. Ok, ah oui, en mode éditeur, incroyable. Je savais pas ça. Genre là, je veux incroyable. Je veux modifier les espaces, voilà. Donc là, tu peux avoir ta preview, mais si tu veux upload ton site, direct. Oh là là, la preview. C'est bon. C'est vraiment. Eh oui, c'est RetroHacker. C'est RetroHacker. Putain, en vrai, c'est pas mal. Mais c'est fou comment c'est devenu bien, par contre. Ouais, j'avoue. Ok, donc là, on aimerait bien mettre ça en ligne. C'est ça. Donc, ce qu'on va faire, on va télécharger le fichier. Download. Ça vaut aussi si vous êtes en apprentissage du dev web et que vous faites tout seul, évidemment. À un moment, vous vous retrouvez avec des fichiers HTML, CSS. Et là, j'arrive. Et là, moi, je me souviens ce que je faisais à l'époque et ce que les gens risquent de voir dans les tutos historiques liés au développement web, c'est que tu accédais à ton serveur d'hébergement en FTP. Est-ce que tu te souviens de ça ? FileZilla. Ouais, c'est ça. Exactement. Tu installais FileZilla et tu te connectais en FTP et tu faisais vraiment un drag and drop de tes fichiers sources sur ton serveur. Ouais. Il y a plein de raisons de ne pas faire ça. Parce que on pourrait se dire pourquoi finalement s'embêter ? Déjà, par exemple, maintenant sur Hostinger, tu n'as pas besoin de louer un serveur, un VPS entier
pour héberger ton site. Donc là, le plan qu'on va choisir, typiquement, ça serait ce qu'ils appellent Single Web Hosting, qui permet juste d'héberger un site web. C'est pas un serveur entier, mais c'est oui, tu les mutualiser avec d'autres. Ouais, c'est ça. Et donc, tu payes pas le full truc. Mais ça existe depuis longtemps. Ouais. Même en FTP, tu sais, tu pouvais accéder à un bout de serveur. Ça existait. Mais de fait, on vous déconseille de fonctionner comme ça. Il y a 2 approches. Soit vous allez pouvoir pousser directement vos fichiers sources, que ce soit via l'interface, que ce soit via une intégration dans votre éditeur de code. On vous montrera ça. Et la 3e option qui, honnêtement, est la plus recommandée, qu'on repousse un peu. Moi, je me rappelle quand j'étais en études de dev, j'avais un peu repoussé l'apprentissage de Git. C'était un peu le truc où ça avait l'air compliqué. Il y avait plein de mots compliqués. et tu vois pas trop l'intérêt. Et donc, on en parlera un petit peu pour vous. En 5 minutes, en fait, on peut donner les quelques termes les plus importants. Et surtout maintenant qu'il y a Claude et compagnie, c'est très vite. Il n'y a plus d'excuses. Et ça va vraiment vous sauver la vie sur vos projets d'utiliser Git. Donc, première étape, c'est d'avoir un hébergement. Donc là, évidemment, nous, on fait cette vidéo avec Hostinger, donc on vous montre sur Hostinger. Il y a beaucoup de choses qui se répliquent dans n'importe quel hébergement. Donc on vous donnera un peu les équivalences. Et dans tous les cas, vous apprendrez des trucs. Donc là, du coup, quand j'arrive sur la page Hostinger, j'ai pris mon plan Single Web Hosting. Et tu vas dans site web. Et là, il y a notre site qui apparaît. Enfin, là, je l'ai déjà créé. Déjà, il te génère un domaine temporaire, entre guillemets. Mais tu peux ajouter... Ça, c'est celui que j'ai testé, que j'ai fait pour le test avant. Donc, je vais le supprimer, comme ça, on va faire le truc depuis le début. Et donc, là, on peut en ajouter un. Donc là, c'est ce qu'on expliquait. Tu peux faire un WordPress. Tu peux build ton site online. Et si tu veux aller un peu plus loin, justement, et utiliser toute la puissance des modèles qui, comme vous l'avez vu, arrivent à générer des trucs de fou, tu pars sur l'option HTML, CSS. HTML, PHP. Et donc, pour faire le tableau, c'est que si tu as besoin d'un portfolio simple, d'un site qu'on appelle statique, dans le sens où tous vos utilisateurs vont voir le même, là, tu pars sur du HTML. Si jamais tu as de la logique un peu plus intéressante que tu veux développer, donc par exemple, développer un système de commandes en mode un truc d'e-commerce ou un truc une application web, là, tu as tout intérêt à demander à ton modèle de générer du PHP qui va pouvoir parler avec une base de données, tout ça. Donc, on vous montrera, mais c'est un des gros avantages de la plateforme, c'est que tu vas pouvoir directement t'intégrer à une base de données. C'est pas un hébergement statique un peu con où tu vas être limité. Donc là, j'ai bien supprimé le site que j'avais avant et j'en recrée un vierge. Notre nom de domaine, on va utiliser un temporaire. Voilà, il se trouve en France. Et donc, c'est parti. Notre site est en ligne sur l'adresse Violette Gore. Ok. Donc, là, il t'a tout préparé. C'est quoi la prochaine étape? Là, il y a plein de boutons, je suis perdu. Et ben là, c'est juste d'importer mon fichier HTML. Une première manière, c'est via le gestionnaire de fichiers. Et donc là, j'imagine qu'il va me demander juste... Voilà, il faut aller dans Public HTML. Donc là, il y a déjà un fichier par défaut et je vais uploader. Donc tu regardes dans ton fichier. Et voilà, on va le renommer ou pas? Ce que ça donne. Si tu veux qu'il soit, tu vois, si... On va peut-être le renommer. Je pense, à mon avis, tu le renommes en index. Index. Et voilà. Et ça devrait être bon. On va voir. Il y a un test en live. Il y a un truc validé là? Non, c'est bon. Ok. Maintenant, si tu charges. Let's go! Incroyable. C'est rapide en vrai. Trop bien. Bon, en vrai, cette façon de faire, on vous l'a dit, on va vous en montrer une autre un peu plus compliquée qui est basée sur Git, etc. Mais la réalité, c'est que en termes de rapidité, c'est assez imbattable. Si tu veux héberger un truc sur ton propre domaine rapidement. Maintenant, juste est-ce qu'on peut faire un peu le tour des autres options avant de parler de la suite? Donc sauvegarde, ça te permet de rollback. Si justement t'as pas un système de repository qui fait que ton code est versionné, comme on dit, et ben t'as quand même des sauvegardes qui vont être hebdomadaires, donc t'es pas totalement à poil, on va dire.
T'as des trucs, des analyseurs de performance Ok. qui regardent, par exemple. Qui testent le temps de chargement. Ouais. Donc là, on est score 98. Bon, c'est pas trop étonnant, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien. Mais ça peut, des fois, si t'as des contenus lourds, des vidéos. Ok. Alors, si mes souvenirs sont bons, ils ont un cache qui va directement intégré avec un CDN. Ouais, c'est ici, là. Ce que ça veut dire, c'est que si votre site web, il y a des gens qui peuvent y accéder à la fois depuis l'Europe, mais il y a plein d'endroits différents. Votre fichier, si quelqu'un accède à votre site depuis les States, l'hébergeur, donc c'est le cas d'Hostinger, mais c'est le cas de plein d'hébergeurs, vont avoir un système de CDN donc, qui en gros va répliquer votre fichier à plein d'endroits différents. Pour réduire le temps de latence, en gros, votre site va s'afficher en une fraction de seconde. Donc souvent c'est gratos à activer, il faut le faire. Donc là, c'est ici. Ils ont un outil, si jamais il y avait des trucs qui ralentissaient la page, par exemple une image machin, ils ont un outil de résolution de Bugia qui t'aide à justement, je te conseille de passer cette image en WebP parce que elle est trop lourde. Donc c'est pratique. On n'arrête pas le progrès. Quand t'as jamais fait. Petite analyse, genre de, tu vois, Google Analytics. Un truc qu'ils m'ont dit, plus léger. Ils bossaient beaucoup sur leur assistant là, qu'on voit dans le coin, qui s'appelle Cody. Qui, comme tous les assistants de ce genre dans les premières versions, avec accès qu'à un nombre limité de choses. Mais petit à petit, avec MCP et compagnie, ils commencent à vraiment avoir accès à l'ensemble de l'API de Hostinger. Donc en vrai, ça commence à devenir... Ces trucs-là qui étaient un peu gadget au début, commencent à devenir vraiment sympa. Où, plutôt que de setup le MCP sur ton propre assistant local ou je sais pas quoi, tu vas là, tu dis j'aimerais changer les DNS de mon nom de domaine, bam bam bam, et en fait il peut non seulement t'expliquer où aller, etc., mais parfois ils peuvent même le faire, enfin, vraiment réaliser l'action, quoi. Ça c'est quand même pas mal. D'ailleurs c'est ça l'intégration cursor dont Hostinger parle, je crois. C'est le MCP de Hostinger. Cursor peut communiquer avec pour contrôler ton serveur. C'est un peu comme si ce chat là tu l'avais mais dans ton chat cursor en fait dans directement. Ton éditeur de code. Et qui peut aller changer la config de ton serveur. C'est vraiment pas mal, ça. On peut essayer. Ça, c'est un progrès. Ouais. Est-ce que le CDN... Est-ce que le www redirige vers le route domaine, par exemple? Pendant que tu testes ça, ce que je peux faire, c'est essayer de vous présenter pourquoi vous pourriez avoir intérêt à utiliser l'outil qui s'appelle Git. Donc là, on a vu, ça marche très bien. Il y a techniquement des sauvegardes hebdomadaires, donc même si on fait de la merde, on peut revenir à il y a une semaine. Le truc, c'est que c'est pas non plus une manière idéale de gérer du code qui évolue dans le temps. En gros, quand on fait un code simple qui évolue pas dans le temps, ça marche très bien. Mais dès que soit on travaille à plusieurs, soit on a envie de comprendre que, tiens, tel bout du site, en fait, il a été modifié il y a 6 jours par mois, où j'ai transformé ces 10 lignes en 5 lignes, et que je me souvienne de pourquoi je l'ai fait, parce qu'il y a un petit message de commit qui y est associé. En fait, dès que pour des projets qui prennent un peu d'ampleur, c'est incommensurable comme valeur, comme intérêt. Donc, faut s'y mettre. Globalement, si vous espérez devenir un petit peu efficace et pouvoir bosser avec d'autres gens, et voilà, c'est vraiment la base de connaître Git. Même quand tu utilises des dépendances, tu vas très souvent tomber sur des projets sur GitHub. Lire la documentation, ça pourrait suffire, mais en réalité, savoir naviguer au sein de GitHub entre l'historique des commits, les pull requests, savoir qui a fait quoi, etc., c'est vraiment hyper utile. Donc le principe de base, c'est hyper simple, c'est que dès qu'il y a une modification de code, on l'isole dans une modification unitaire, si possible localisée, qui touche pas trop d'endroits en même temps. Et en gros, on va cette modification, on va appeler ça un commit. Et Git, qui est le logiciel qui va gérer tout ce versionning, justement, va la conserver et va surtout conserver la différence. C'est-à-dire que ce que vous supprimez n'est pas supprimé définitivement. Il existe toujours dans cette historique Git. Mais c'est la différence entre chaque commit qui est calculée et rejouée par Git quand vous voyez votre
quand vous voyez votre historique. Et donc le gros intérêt, c'est que non seulement c'est un historique, mais c'est un historique plus intelligent qu'un Google Doc, où vous pouvez juste venir vous téléporter dans le passé. Là, typiquement, vous pouvez avoir des versions en parallèle. Donc le premier mot à connaître, c'est commit, que c'est un morceau unitaire de code qui change. Donc ça peut être soit des fichiers qui sont créés, des fichiers qui sont supprimés, un bout d'un fichier dont on a supprimé 3 lignes et ajouté 4 à un autre endroit. Donc voilà, ça c'est le commit. Il y a un autre concept hyper important à comprendre, c'est les branches. Et donc, à la différence d'un Google Doc qui n'a qu'une seule version qui peut avoir un historique, là, vous pouvez avoir des versions parallèles. Donc, c'est comme si vous preniez votre fichier texte ou des versions concurrentes existaient en parallèle. Et donc, ça pareil, ça peut être très puissant. Pas au début, on n'en a pas vraiment besoin, honnêtement. Mais rapidement, ça peut être utile. Par exemple, vous avez une version principale, qui souvent s'appelle main, et vous allez vouloir que dans votre équipe, vous allez vouloir travailler en même temps, justement, sur le projet. Et plutôt que de chacun faire des commits sur la main, ce qui peut vite partir en cacahuète, c'est souvent une mauvaise idée. Parce que comme vous avez commencé un début de feature, votre pote aussi, ce qu'il a fait vient clasher avec ce que vous venez de faire. Enfin bref, c'est une mauvaise idée. Donc typiquement, on va travailler dans des branches. Donc le process, c'est que nous, on va typiquement utiliser quand on travaille, c'est j'ai envie de bosser sur une nouvelle fonctionnalité, j'ouvre une branche que je vais appeler genre Michael nouvelle fonctionnalité. Je travaille dans cette branche-là, donc le code est figé. Si jamais la main évolue, c'est pas grave, je peux continuer à bosser. Et c'est que à la fin du développement de ma fonctionnalité que je vais réintégrer la branche dans la branche historique, dans la branche principale qui est main. Et cette action de réintégrer une branche dans une autre, c'est typiquement ce qu'on appelle un merge. Et en général, si vous avez déjà entendu ce terme quelque part, vous saurez d'où ça vient. Donc c'est l'action de vouloir prendre une branche et de la réintégrer dans la main. On appelle ça une pull request. Donc c'est le fait de dire, pour information, voilà ma nouvelle fonctionnalité. Dans GitHub, c'est hyper bien foutu parce que et dans GitLab et les autres évidemment, tu as une interface propre qui te montre le message de ta pull request. Donc tu détailles tout ce que tu as fait dans ta fonctionnalité. Tu peux facilement, quelqu'un qui review ton code, donc peut-être le chef d'équipe ou le responsable du projet, peut regarder tous les commits que tu as fait et voir exactement, tiens, entre le diff, on appelle ça le diff, c'est entre la main et ta branche, voici tout ce qui a changé. Est-ce que j'accepte ou non de faire rentrer ton code dans ma branche main, qui est sacrée, quoi. En général, on la considère comme sacrée. Voilà, donc ça, c'est le principe de base de Git. Ce qui est vraiment cool, on en parlait juste avant, mais ce qui est cool, c'est que maintenant, il y a Claude. Donc, je sais, suivant les l'IA que vous utilisez, que ce soit dans Codex ou dans Claude Code, moi, honnêtement, ça fait très longtemps que j'ai pas écrit un message de commit moi-même. Et tout, c'est à la fois comprendre les concepts et à la fois les utiliser. Alors, faut faire attention parce que parfois, on joue un peu avec le feu. Hein, donc, faites un peu gaffe quand même. C'est-à-dire que tu peux avoir Claude qui te fait une dinguerie si tu l'as mal instruit. Mais si tu sais un peu ce que tu manipules, tu n'as plus aucune lourdeur à utiliser cet outil. Là où ça pouvait être un peu le cas avant. En vrai, tu peux avoir un peu la flemme de rédiger des vrais messages de commit. Tout le monde connaît l'historique GitHub tu scrolles un historique et tu vois des fixes de fixes de fixes. Bref, c'est une ère qui n'existe plus. Maintenant, tous les commits de messages sont beaux. Parce que du coup, vous avez votre assistant qui peut les faire pour vous, en fait. Donc, il regarde tout l'historique, il vous documente précisément ce qui a changé, à quel endroit. Et c'est un plaisir pour tous les gens qui vont bosser dans le futur sur votre projet. Et donc voilà, il faut vraiment apprendre ça, c'est obligé. Et surtout, ça débloque un truc. C'est qu'à partir du moment où tu utilises Git, par exemple, où tu mets ton fichier HTML au lieu de le drag and drop sur ton hébergeur directement, tu le mets dans un endroit intermédiaire qui s'appelle donc un repo. Et le repository, c'est l'endroit où vous gardez votre code et où il va évoluer au fur et à mesure. Et donc, ça peut sembler un peu chiant d'avoir cette étape intermédiaire. Mais ce que ça veut dire, c'est que le jour où vous voulez changer d'hébergeur, par exemple, voilà, c'est deux choses différentes. Vous avez votre repo qui, lui, bouge jamais et l'endroit où vous envoyez ce code. Et donc, tu vas nous montrer, Antoine. Mais le fait d'avoir ce repository-là, ça permet quoi par rapport à l'hébergement? C'est quoi le workflow qui est assez cool en vrai, que les gens vont pouvoir débloquer à partir du moment où ils commencent à utiliser Git? Bah moi, je vois deux avantages. Déjà, le premier, si t'es solo, c'est que tu peux revenir
à une version qui, imaginons, t'as cassé un truc, tu sais plus trop à quel moment, bah là, tu vas juste dans tes derniers commits, et tu dis, ah bah c'est là que j'ai changé ça, et je veux revenir à ce truc-là, ou bien tu veux juste voir ce que tu avais changé. Donc rien que pour la sauvegarde, faut le voir, je sais pas, comme un drive, où tu as une historique. Ça, c'est top. Et dès que tu commences aussi à embarquer d'autres personnes dans le projet pour le modifier, j'imagine même pas comment on ferait ça. C'est clair. Je te le passerai par clé. Ce serait l'enfer. Tu le modifies après. Mais c'est qu'il y a plein de gens qui font ça. Hein. En fait, il y a plein de gens mail. il y a plein de gens qui se partagent des zips et tout. Et surtout, il y a en termes de workflow, ce que ça va vous permettre de faire, c'est que Git est intégré dans tous les éditeurs de code. Donc, si vous utilisez VS Code ou même d'autres, ou un assistant IA, le workflow que vous allez pouvoir avoir, c'est donc, typiquement, tu bosses sur ton site web, dans Cursor par exemple, tu dis j'aimerais modifier la page d'accueil et transformer ma liste de menus, je sais pas quoi, n'importe quoi, changer l'image, voilà. Et ben au lieu d'avoir à prendre ces fichiers là, les drag and drop dans Hostinger comme on a montré juste avant, vous pouvez demander à l'assistant par exemple de faire un commit avec tout ce que vous venez de faire, il va vous faire un joli message. Après un push, c'est-à-dire que ce qui est sur votre machine va être envoyé dans GitHub. Et vous allez pouvoir avoir un système, et on va vous montrer comment le configurer dans Hostinger, qui va automatiquement récupérer la dernière version du code et la push online. Donc ça, honnêtement, en termes de workflow, c'est vraiment agréable. Où tu ouvres ton laptop, tu modifies un petit endroit, tu fermes, enfin tu pushes, tu fermes, tu sais que c'est deployé automatiquement et que ton site a toujours la dernière version. C'est assez sympa. Comment on fait ? On commence déjà par créer un repo. Donc le repo, c'est juste le projet en fait. C'est ton dossier de projet. On va l'appeler Hostinger Portfolio. C'est parti. Est-ce qu'on met un readme ? On met rien. Et on le crée vide. Et là, donc, il y a deux options. Soit on fait le lien avec notre éditeur de code, mais là, on peut juste y balancer le fichier. Uploading existing file. Donc là, typiquement, normalement, ce qu'on ne fait pas là tout de suite, mais ce serait le moment où on prend ce répertoire, ce repository, on ferait un clone, donc c'est le fait de le foutre sur son ordi, et on ouvrirait un éditeur de code pour aller modifier son contenu, etc. De sorte à ce que ce dossier qui est en local soit toujours synchronisé avec le répertoire qui est en ligne. Là, on va pas faire ça, on va faire un fichier. Ouais, donc j'ai mis mon fichier, je nomme mon commit, très bien, pour savoir ce que j'ai fait dans le futur, et hop, je commit. Et voilà, il apparaît dans mon repo, dans mon drive, et là, ce que je vais faire, c'est lier ce projet à Hostinger. Et donc, ça se passe, si je me souviens bien, hop là, Git. Ça a l'air de matcher. Donc là, il me faut l'URL du dépôt. Donc là, suivant si le dépôt est privé ou public, il sera soit accessible à tout le monde sur Internet, soit uniquement dispo chez vous. Ma branche, on voit le nom ici. Donc là, je suis sur main par défaut. Et répertoire, bon, ça, j'y touche pas parce que il n'y a qu'un seul fichier. Let's go. C'est parti. Trop bien. Donc là, le repo est lié à l'hébergement. Alors là, il le déploie pas automatiquement. Pour l'instant, c'est à la main. Je peux le déployer à la main. Ouais. Hop. Mais le plus cool, la fonctionnalité. Tout s'est bien passé. Fonctionnalité magique. Déploiement automatique. Ouais. Et donc là, il faut configurer ce qu'on appelle un webhook. Donc, c'est logique, c'est pour que l'hébergement soit au courant de ce qui se passe côté GitHub, il a besoin de recevoir un événement. Donc, c'est ce qu'on appelle un webhook. C'est GitHub, dès qu'il va recevoir un push de son côté sur la branche main, il va les signaler à l'hébergeur, donc à Hostinger, qu'il devrait faire une mise à jour. Et donc, pour ça, il y a dans les menus de GitHub un endroit qui s'appelle webhook. Dans les paramètres du projet, on peut définir ce truc-là.
Donc j'ai copié le premier lien, j'ai ouvert le second, il m'emmène direct sur la bonne page. J'ajoute le webhook, et voilà. Et maintenant, à chaque fois qu'il y a un push, typiquement, on peut en faire un nouveau en renommant le fichier. Est-ce que c'est chiant à faire? Edit file. On peut changer son nom ici, là. Non, on va faire plus simple. Au lieu de portrait, donc qui est le nom qu'on voit ici, là. Ouais, portfolio. J'ai c'est bon. Change title. Il y a partout. Ok, donc là on peut montrer, si tu reviens à la page d'accueil, tu as un historique des commits qui te permet de voir exactement que voilà, il y en a eu 2 pour l'instant, qui a changé quoi et à quelle date. Et ce serait très facile de revenir à une précédente version. Et là, normalement, GitHub a envoyé une requête à Hostinger, peut-être avec un petit peu de temps de latence, mais il devrait avoir fait une mise à jour. Et ça a marché. Portfolio. Excellent. Donc là, c'est le workflow complet. Bon, évidemment, on n'édite pas son code en direct sur GitHub en général, même si c'est possible. Mais du coup, c'est la version avec Git. Donc en général, à partir du moment où vous fonctionnez de cette manière, il ne faut pas aller modifier à la main vos fichiers où ils seront écrasés automatiquement au prochain deploy de GitHub. Donc c'est vraiment censé être deux façons distinctes de fonctionner. Et puis voilà. Ouais. Un dernier truc cool qu'on peut montrer, c'est la base de données. Donc tu as une base de données qui est directement intégrée au site web. Donc là, on pourrait par exemple demander à un curseur ou à Claude Code sur son portfolio de nous faire un système d'articles de blog, par exemple. C'est ça, ouais. Ou en PHP, où on a une petite interface d'administration qui nous permet de publier des nouveaux articles. Si on veut un peu apprendre à faire justement des sites dynamiques. Alors ça peut être du PHP, j'ai vu qu'il y avait aussi Node.js disponible sur Stinger, suivant les goûts et les couleurs. Mais le fait qu'il y ait une base de données qui soit directement intégrée, ça fait que faut que le code soit configuré avec les bons mots de passe, mais ça devrait marcher. Oui, tu as juste à créer un utilisateur avec mot de passe. Tu les donnes à un curseur, il saura où les mettre dans ton fichier. Et après, tu peux directement accéder à l'interface de contrôle de ta base de données depuis Hostinger et de là voir qu'est-ce qu'elle contient, créer des tables, les structures à la main et tout ça. Très cool. Ok. Voilà. Excellent. Ouais. Donc là, on a présenté l'onglet Git dans Avancé. Il y a aussi évidemment des fonctionnalités genre les tâches cron. Donc ça, c'est un truc qui peut être intéressant aussi. C'est un moyen, quand vous avez du code PHP, de démarrer une action régulièrement dans le temps. Donc par exemple, tous les soirs à 1h du matin, vous avez envie de nettoyer des choses sur votre serveur. Ou ça peut être toutes les 15 minutes, vérifier s'il y a des emails à envoyer à vos clients et les faire en batch, par exemple. Donc c'est typiquement des tâches ça s'appelle des tâches cron qu'on peut run régulièrement. Et puis voilà. Après, il y a les logs. Si, ça c'est quand même utile de savoir où c'est. Donc le journal d'activité. Vérifier si les déploiements ont eu lieu. C'est ce qu'on voit là, c'est ça? Oui. Et puis voilà, est-ce qu'il y a des trucs qu'on a oubliés? Non, je pense que c'est bon. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Donc on espère que vous aurez peut-être appris des trucs. Si jamais vous êtes en train de débuter justement avec ces nouveaux assistants d'IA et tout ça sur le déploiement de vos sites web, on voit pas mal de dingueries parfois sur les gens qui déploient des trucs entièrement codés par une IA. Donc faites bien attention. C'est trop bien. Moi, je trouve que c'est vraiment très chouette que le développement, le fait de faire ses propres outils, ses propres sites se démocratise. Faites vraiment bien attention quand même à comprendre un minimum ce que vous êtes en train de faire. Et pour ça, les assistants sont la meilleure solution. C'est un peu notre état d'esprit, c'est qu'à la fois ça peut être le problème, parce que ça n'oblige pas les gens à comprendre ce qu'ils sont en train de faire, et c'est en même temps la meilleure solution, dans le sens où comprendre comment marche Git, franchement c'est mieux maintenant. En 2025 c'est plus agréable. 2026. Et donc les petits warnings, c'est attention à ce que vous déployez. Donc là, un exemple, c'est la base de données, par exemple, elle a un mot de passe. Bon, un truc à savoir, c'est que les mots de passe, tout ce qui est ce qu'on appelle le secret, on ne les garde jamais hard-codés. On les garde pas dans le code, en fait. Que ce soit sur un repo ou dans GitHub,
Même si vous avez un mot de passe à votre compte GitHub, en fait, on ne fait jamais ça. On passe par un système de secret. Donc, typiquement, ça peut être un système de secret sur Hostinger ou sur GitHub. Je vous laisse vous renseigner un peu là-dessus. Mais voilà, il faut faire un petit peu gaffe. En tout cas, bon apprentissage, bon vibe coding. Et sur ce, à très bientôt pour d'autres tutoriels coulisses en tout genre. Des bisous. Ciao. Ciao.